C'est un destin lorrain hors du commun que nous allons évoquer aujourd'hui. Celui d'un homme qui a passé 28 jours, 3 heures et 4 minutes dans l'espace de son rêve. Il a fait une réalité. 3 missions à bord des navettes américaines. Il a participé à la réparation du télescope Hubble. Un homme qui a toujours visé les étoiles. C'est un destin lorrain. Bonjour Jean-François Clairvoy. Bonjour Thierry. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir pour évoquer votre itinéraire extraordinaire qui vous a mené de la Moselle à la station Mir. Vous faites partie de celles et ceux qui sont allés dans l'espace. Alors évidemment, pour les autres 8 milliards d'humains dont je fais partie, on se pose tous cette question. Qu'est-ce qu'on ressent la première fois qu'on va dans l'espace? Qu'est-ce qu'on voit? Alors il y a quatre sensations fondamentales, quand je résume simplement. Il y a la poussée au décollage, supportable par tout le monde. Seulement on sent qu'on va quelque part, on ne sait pas où, mais on y va et on va dans l'espace. Notre destination, c'est un point théorique dans l'espace. C'est la première fois qu'on vise quelque chose qui n'est pas palpable. La deuxième sensation, au bout de 2 minutes, Ouais. on est dans l'espace, Déjà. le ciel est noir en plein jour. Ouais. Voilà, si un jour vous voyez le ciel noir et qu'il y a le soleil dans le champ de vue, c'est que vous êtes dans l'espace. Et on découvre ces images-là, c'est la beauté de la Terre. Oui, bien sûr, parce que ça, c'est alors, la troisième sensation, on éteint les moteurs, on est en apesanteur pour toujours, on expliquera ce que c'est. Ouais. Et la quatrième sensation spectaculaire, c'est lorsqu'on s'approche du hublot, à la vitesse de 28 000 km/h, on fait 16 tours du monde par jour. On voit se succéder en quelques minutes les déserts, les atolls de Polynésie, Les levées de les soleil et forêts les couchers de soleil tropicales. qui se multiplient aussi. 16 levées, 16 couchers de soleil par jour. Et je crois que c'est ce qui bouleverse le plus l'expérience de l'astronaute au cours de sa carrière. Les astronautes parlent souvent de l'effet l'overview effect, ce choc intérieur que l'on découvre quand on voit la planète depuis l'espace. Vous l'avez ressenti? Oui, oui, c'est d'abord une expérience sensorielle. On voit la Terre comme jamais on l'a vue. Sur fond noir du cosmos, elle est finie, elle est isolée, elle est ronde, elle est magnifique, elle est vivante, elle a sa vie électrique, les aurores polaires, sa vie tectonique, les volcans, sa vie cosmique, on voit des impacts d'astéroïdes, sa vie climatique, les ouragans. Et ça provoque un bouleversement émotionnel parce qu'on se sent lié. C'est là où nous sommes nés, c'est là où tous les humains ont vécu depuis toujours. C'est là où nos descendants, tous ceux que l'on aime, se trouvent et vivront encore pendant des siècles et des millénaires. Et puis c'est même un bouleversement intellectuel. On la compare à un vaisseau spatial. La Terre est un vaisseau spatial et ça va même jusqu'aux questions de la création. Je ne m'étais jamais posé les questions aussi fortement sur qui ou quoi a créé. Alors certains ont la réponse, on ne la trouve pas dans l'espace, mais on se pose la question, c'est tellement unique, est-ce que c'est le hasard, est-ce que c'est un Dieu créateur et donc c'est très fort et ça bouleverse à vie un astronaute. Billy Bob, c'est inscrit sur votre veste. C'est le nom qu'on vous a donné à la NASA. D'où vous vient ce surnom? Oh, c'est très simple, mon premier équipage essayait pour me faire plaisir de bien prononcer mon nom, Jean-François. Ils n'y arrivaient pas. Donc ils m'ont demandé, est-ce que tu as un surnom? Et il se trouve que mon frère jumeau et moi-même, on s'appelle mutuellement, encore aujourd'hui, depuis qu'on est gamin, Billy. Ah, Billy, c'est très bien, on va t'appeler Billy. Et rapidement, ils se sont dit, ici au Texas, on n'a jamais le diminutif du premier prénom sans le diminutif du deuxième prénom. Ils ont inventé, ils ont rajouté Bob, ils auraient pu rajouter Joe. Donc voilà, Billy Bob, c'est le nom que m'a donné mon premier équipage pour m'appeler très facilement. Vous avez effectué 3 missions dans l'espace et la dernière, c'était en 1999, à l'aube de l'an 2000. Le télescope Hubble tombe en panne à plus de 500 km en orbite autour de la Terre et vous allez participer en urgence à la mission de sauvetage pour le réparer. Alors pour cette mission, vous êtes l'ingénieur navigant de l'équipage. Quel est votre rôle? Alors j'ai deux rôles, effectivement. Je fais partie de ce qu'on appelle l'équipage de conduite qui, avec le commandant de bord et le pilote, nous allons gérer le vaisseau pendant la montée, pendant le rendez-vous et l'approche vers le télescope et la rentrée dans l'atmosphère. Donc j'ai un rôle dans le cockpit, si on peut dire. Mais pendant la mission, j'ai un autre rôle. Je suis le commandant de bord ou le pilote principal d'un bras robotique canadien qui est à l'extérieur, qui imite un bras humain, épaules, coudes, poignets, il fait 15 mètres de long, il est à l'extérieur, pour capturer le télescope qui est en perdition, il tourne sur lui-même, et après pour déplacer mes collègues en scaphandre, dedans, dehors, pour qu'ils travaillent sur les équipements à réparer. Alors mission réussie, mais cela a été au prix d'efforts intenses et ça ne s'est pas passé réellement comme prévu, je crois.
Il y a toujours des aléas et des imprévus, mais comme disait Saint-Exupéry, l'avenir, il ne s'agit pas de le prédire, mais de le rendre possible. Personne ne peut prédire l'avenir. Et on change toujours les détails dans le plan de vol chaque jour, même s'il est très précis avant le départ. Alors d'abord, le télescope, on me dit, on ne sait pas comment tu vas le trouver. Il va tourner sur lui-même probablement, il sera peut-être la tête en bas. Et effectivement, on arrive, et au lieu d'être facile à attraper, il est à l'envers et il tourne sur lui-même. Donc avec le bras robotique, je suis le mouvement du télescope pendant que je me rapproche pour le rattraper. C'est comme la patrouille serrée de la patrouille de France, sauf que c'est à 28 000 km/h, mais que c'est calme et doux. Il n'y a pas de turbulence aéronautique, d'atmosphère. Après, les sorties, au lieu de durer 6 heures, elles durent 8h20, 8h10. Donc quand on dépasse la durée normale, on prend dans les réserves en oxygène, en électricité, en cartouches chimiques qui absorbent le gaz carbonique. Donc on se pose la question, on ramène les collègues ou on va jusqu'au bout pour pas perdre le télescope définitivement, parce qu'on ne peut pas laisser les portes ouvertes. Voilà, et donc on s'en est sorti. Ouais. Alors cette mission s'est déroulée du 19 au 27 décembre 1999. S'il y avait un seul moment que vous avez retenu de cette mission, ça serait lequel? Le moment le plus intense pour vous? C'est après avoir largué le télescope, le jour de Noël, le 25 décembre, c'était la deuxième mission américaine dans l'histoire où des astronautes étaient dans l'espace le jour de Noël. Le centre de contrôle nous demande de rester en patrouille serrée à quelques centaines de mètres avec notre navette et le télescope, le temps de le rallumer à distance par télécommande, parce que quand on travaille dessus, on éteint tout pour ne pas se prendre des charges électriques. Et au bout de 2 orbites, le centre de contrôle nous appelle Discovery Houston. Le télescope est 100% opérationnel. Vous avez parfaitement réussi la mission. Et là, c'est la grande satisfaction pour nous. Jour de Noël dans l'espace. Alors là, j'aimerais savoir comment ça se passe, un repas de Noël dans l'espace. Alors, j'avais à bord un camarade suisse qui amenait des chocolats suisses. On avait amené aussi quelques chocolats de Houston, mais pas aussi bons que les Suisses. Et on avait amené chacun notre bonnet de Noël, un déguisement du Père Noël, et le Père Noël nous a rendu visite. Et un des grands secrets de l'équipage, c'est qui jouait le Père Noël. Alors, c'est pas moi, parce que celui qui parlait au micro, il n'avait pas un accent français, mais il n'y a que nous qui savons lequel d'entre nous représentait le Père Noël à bord. D'accord. Vous avez eu des cadeaux? Alors là, on s'est fait des repas sympas. Là, on est dormir, mais voilà, le jour de Noël. Donc, du petit salé aux lentilles, de la saucisse grillée de Toulouse aux lentilles vertes du Puy, du foie gras. Alors, les Américains ne sont pas très fanats de la cuisine du Sud-Ouest, mais j'ai pu partager un peu. Et on a pris le temps de bien célébrer cette réussite de la mission. Mais il faut rester concentré parce qu'il faut qu'on revienne. Et à 8 km par seconde, 1 seconde d'erreur, c'est 8 km d'erreur. Et on ne peut pas se permettre de manquer la piste au retour. Alors évidemment, ce n'est pas Noël tous les jours dans l'espace, on l'a bien compris. Les autres jours d'ailleurs, c'est quoi la routine d'un spationaute? Alors au sol, vous voulez dire, entre les missions spatiales ou dans l'espace? Dans l'espace. Dans l'espace, on vit sur un rythme de 24 heures, 8 heures de sommeil, 1 à 2 heures avant le sommeil pour préparer notre sac de couchage, pour nous laver, pour le dîner. 1 heure, 1 heure et demie après le lever pour ranger le sac de couchage, pour se laver les dents, le petit déjeuner, faire sa toilette, revoir le plan du jour. Et dans le cas de la navette spatiale, c'est 14 à 16 heures de travail par jour. Il faut rentabiliser, ce sont des missions très courtes, donc très intenses. Quand on s'apprête à partir dans l'espace, est-ce qu'on prépare sa valise comme si on partait pour n'importe quel autre voyage? Pardon pour cette question naïve. Est-ce qu'on a le droit, en clair, d'emporter des objets perso? Alors, la valise, ce sont les techniciens qui s'en chargent. C'est nous qui choisissons quand même les vêtements, les sous-vêtements, qui ne sont pas neufs d'ailleurs, parce qu'ils resserrent pour les équipages suivants, sauf pour les femmes, qui ont leur trousseau qui leur est propre. Par contre, pour les objets personnels, on a le droit à 20 objets de petite taille qui doivent tenir dans un petit volume pour souvenir, donc des alliances, des montres, mais pas à but commercial. On a droit à une dizaine d'objets officiels, donc c'est des drapeaux, c'est des grosses plaques pour des organisations comme l'Académie de l'air et de l'espace, et puis des objets personnels auxquels on a accès à bord, qu'on peut sortir. Les autres, on ne peut pas les sortir. Ils sont stockés quelque part. Donc il y a toujours une photo de famille et puis quelques objets très personnels. Alors c'est quoi vos objets personnels, vous, que vous avez amenés dans l'espace? Alors j'avais amené bien sûr une photo de famille, la carte Pokémon la plus puissante que m'avait prêté mon fils qui avait à l'époque... Pour vous donner de la force. Il avait 6 ans. Et puis comme je suis un fanat de casse-tête, j'avais amené un Rubik's Cube que j'ai amené dans mes 3 missions d'ailleurs et qui a donné l'idée à Alfonso Cuarón de le faire apparaître dans le film Gravity. Juste parce que j'aimais bien le
soir, avant de m'endormir, vérifier que mon cerveau travaillait toujours correctement. Ça, c'est l'ingénieur qui parle. Avant de partir, vous devez faire aussi, alors vous nous l'avez dit en préparant cette émission, un testament. C'est-à-dire que les risques d'un voyage dans l'espace, encore à notre époque, ça, elles sont bien présentes. On estime le risque de perdre la vie à 1% quand on part en mission. Et dans l'espace, en orbite, dans le vide spatial, on n'a jamais perdu un être humain à ce jour. On a perdu 4 équipages, 2 soviétiques et 2 américains, dans la partie la plus dynamique du vol, qui est la montée dans l'atmosphère qui dure une dizaine de minutes, et la rentrée qui dure entre un quart d'heure et une demi-heure. Donc c'est cette phase qui est risquée. Ouais. Et c'est pas que c'est obligatoire, ça dépend des commandes de bord, mais lors de mon premier vol, on est réunis pour la première fois, l'équipage qui vient d'être nommé, annoncé à la presse, voilà l'équipage de la mission qui va étudier l'atmosphère à bord de la navette Atlantis. Et commandant de bord, Don McMulligan, nous dit, écoutez, je vais parler de quelque chose dont je n'ai pu parler jusqu'à présent. Pensez à prendre vos assurances et à faire votre testament au cas où... Comme ça, vous serez serein quand vous partirez. Vous savez que tout est fait dans les règles, tout est propre, tout est réglé au cas où vous ne revenez pas. Le pourcentage de risque, c'est combien ? 1%, voilà. 1% de probabilité de ne pas revenir vivant. Alors, dans les choses plus joyeuses, sur les anecdotes que vous m'avez racontées lors de l'une de vos missions, vous m'avez dit que vous avez été accueilli dans la station Mir par une musique que vous avez préparée des Russes, je crois. Vous pouvez nous en parler ? Alors, il y a 2 musiques dont je peux parler. Ouais. Il y a celle qui était diffusée par les haut-parleurs internes à la station Mir, qui n'ont rien à voir avec l'arrivée de notre navette. Les Russes adorent Patricia Kaas, et quand je rentre dans Mir, c'est Patricia Kaas que j'entendais dans la station Mir, juste parce qu'ils aiment bien Patricia, et ils ont un petit autoradio, à l'époque, un petit autoradio qui leur servait de chenille de fortune. Ils mettaient des cassettes, c'était des petites cassettes audio à l'intérieur. Mais une autre chanson, c'est la chanson des cosmonautes en russe, que j'ai appris à mon équipage américain pour la chanter aux Russes de la station Mir au moment de la séparation. Très belle chanson qui dit « Je crois, mes amis, que les caravanes de fusées nous emmèneront de planète en planète, d'étoile en étoile, et sur les chemins poussiéreux des planètes lointaines resteront à jamais les traces de nos pas. » Vous ne me la chantez pas, là. Je peux la chanter, si vous voulez. Allez-y. Я верю, друзья, караван и ракет, помчат нас вперед от звезды до звезды, на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Parfait. Revenons à votre premier vol. C'était le 3 novembre 1994, une mission de 11 jours pour étudier l'atmosphère terrestre et son évolution. On va en parler dans un instant, mais avant, on va ouvrir notre placard à archives. Regardez ce reportage, c'était juste avant votre départ. Nous sommes le 2 novembre 1994. Voir la Terre depuis 400 km d'altitude restera pour beaucoup un rêve impossible. Certains, pourtant, continuent à y croire. Eux en ont rêvé de ce voyage depuis leur plus jeune âge et leur vie entière a été consacrée à ce but ultime, flotter en apesanteur en regardant la planète tourner sous leurs pieds. Jean-François Clairvoy est de ceux-là. Dans 6 jours, il appartiendra à ce club très fermé des astronautes. Mais en attendant le décollage, l'entraînement se poursuit inlassablement dans le simulateur de vol de la navette, ici au centre spatial de Houston. 9 mois passés à la préparation de la mission. Des gestes d'apparence ordinaire, répétés des milliers de fois. Des procédures à n'en plus finir qu'il faut apprendre par cœur. Là-haut, bien sûr, rien ne sera ordinaire. Et c'est pour cela qu'il faut avoir la vocation. Ce dont je me souviens, c'est qu'à l'école primaire, donc les instituteurs nous disaient qu'étant adultes, nous irions dans l'espace comme lui prenait l'avion. Donc j'ai toujours été convaincu très jeune que l'espace serait accessible très facilement étant adulte. Et c'est en fait seulement en grandissant que je me suis rendu compte que c'était peut-être pas aussi facile, mais je restais fasciné, bien sûr. Et petit à petit, en m'intéressant à la technique, en m'intéressant aux satellites, aux programmes spatiaux, j'ai par étapes comme ça progressé et maintenant j'ai le pied pratiquement dedans. Jean-François va voler avec un équipage de 5 personnes dont une femme. Il est français, mais c'est au titre d'astronaute européen qu'il va effectuer cette mission orbitale de 11 jours. À Cap Canaveral, Atlantis est déjà sur son pas de tir. C'est donc avec la NASA que Jean-François va partir. Mais notre homme a également subi un entraînement intensif à Moscou. 6 semaines d'épreuves ultra-physiques à la Cité des Étoiles.
Voilà pour les souvenirs. 6 semaines d'entraînement. Alors Jean-François, les tests de résistance, on a vu la centrifugeuse, le tabouret tournant, ça ressemble à de la torture. C'est ça la réalité, comment vous l'avez Alors ça, c'est vécu? la réalité de l'époque des cow-boys et dont ma génération fait un peu partie. On ne savait pas trop ce qui se passait sur les astronautes. Donc comme on le voit dans le film L'étoffe des héros, on nous faisait subir tout un tas de tests de torture, dont le test qu'on appelle communément le test de vomissement, un tabouret qui tourne et toutes les 5 secondes, il faut balancer la tête pendant que ça tourne. Les 2 dernières sections d'astronautes n'ont pas vécu ça du tout. Aucun test physique, de performance physique, physiologique. Mais alors qu'à mon époque, c'était, on nous met dans une chambre dans laquelle on enlève l'air, on fait le vide progressif jusqu'à ce qu'on tombe dans les pommes. Il y a le médecin à côté qui a un masque, qui nous met un masque, la table basculante, la centrifugeuse, tout ça c'est fini. Donc il y a juste le seul test qui fait transpirer un peu les astronautes lors de la sélection, c'est un test médical qui n'est même pas un test de performance, c'est vérifier que vous n'avez pas de maladie cardiaque ou pulmonaire, ce qu'on appelle le test d'effort. Mais à l'époque c'était, et puis tous les ans en plus, hein. Donc il fallait aimer ça. Ouais. Alors c'était un rêve de gosse, hein, vous l'avez évoqué dans le reportage qu'on a vu précédemment, vous êtes né à Longeville-les-Metz, fils d'un officier de l'armée de l'air, mais dès votre plus jeune âge, vous rêviez de voler, vraiment au sens littéral du mot. Enfant, vous rêviez presque toutes les nuits, ce que vous m'avez dit, que vous vouliez dans l'espace. Alors je ne sais pas si c'est l'influence du père, l'influence des premières missions Gemini, Apollo que j'ai suivies adolescent, ou le fait que je sois né la même année que la création de la NASA. Mais la nuit, je rêvais que je volais dans l'espace. Je volais dans les airs et je m'éloignais, je volais au-dessus, sans besoin de scaphandre ni de vaisseau spatial. Mon lit me servait de vaisseau spatial dans mon rêve. Et puis le jour, le professeur nous disait, comme je le mentionnais, qu'on allait tous aller dans l'espace un jour parce que ça allait se développer très rapidement. Donc c'était un vrai rêve la nuit, mais c'était un rêve évident le jour parce que on nous annonçait un progrès qui n'a pas eu lieu finalement. Ouais, c'est Gagarine, je crois, qui vous a fait rêver aussi. Hein. Alors, Gagarine avait, donc j'avais 3 ans quand il a volé. Je dirais c'est plutôt les missions Gemini et Mercury. Voilà, et Apollo. Voilà, adolescent, j'ai compris que les humains étaient capables de faire quelque chose d'extraordinaire et notamment de poser le pied sur la Lune. Et quand je voyais Neil Armstrong, Buzz Aldrin sur la Lune, je ne voyais pas les Américains qui ont gagné une compétition. Moi, j'étais un gamin. Ouais. Je voyais des gens comme moi sont là, debout sur la Lune. Ouais. Du rêve à la réalité, vous avez passé par une formation sélective, polytechnique, Supaéro à Toulouse, ingénieur général de l'armement, et vous avez obtenu dès 1983 un détachement de la DGA pour rejoindre le Centre national d'études spatiales, pour commencer par travailler sur les satellites, parce qu'au départ, vous ne pensiez pas aller dans l'espace, vous pensiez plutôt rester sur Terre. Alors, j'étais fasciné par l'astronautique, c'est un peu l'influence aussi de Star Trek et la téléportation. Et adolescent, j'ai pratiqué ce qu'on appelle le radiomodélisme. Ouais. J'ai télécommandé des avions que je fabriquais. Et je voulais devenir télécommandeur de sondes interplanétaires. Que des vaisseaux spatiaux automatiques envoyés par des humains explorer Jupiter, Saturne, les sondes voyageurs lancées il y a 48 ans, ont dépassé le système solaire aujourd'hui, fonctionnent encore. Ouais. C'est ça que je voulais faire. Mais j'avais le goût de l'aventure, puisque j'avais tous mes brevets sportifs de parachutisme. J'étais aussi pilote privé. Je faisais de la moto, alors en respectant les règles, mais j'aimais bien les machines un peu complexes, etc. Donc au moment où il y a eu un appel à candidat, j'avais 25 ans, j'étais 2 ans plus jeune que l'âge requis. Mais tout le monde me disait, mais c'est pour toi. Et je me disais aussi, il faut que je candidate. Ouais. Et ils m'ont pris à l'âge de 26 ans. 1985, donc vous êtes sélectionné par la France pour faire partie d'une promotion d'astronaute. Vous allez encore attendre presque 10 ans pour faire votre premier vol. À quel moment vous avez appris votre sélection pour la mission STS-66 et qui vous l'a dit? Comment ça se passe? Alors en fait, lorsqu'on a fini l'entraînement de base qui nous qualifie apte au vol spatial, on a chacun un job au sol. Moi, j'étais responsable de mettre au point les logiciels, les commandes du bras robotique canadien pour les missions futures. Et je suis convoqué par le chef des astronautes m'appelle, ou sa secrétaire en me disant Jean-François, il faut que tu viennes dans le bureau du chef des astronautes. Et puis là, je me demande qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, qu'est-ce qu'il va me demander. J'ai aucune idée qu'il va me parler d'une mission spatiale. Il dit Jean-François, ça marche ton bras robotique là? Oui, oui, et tu fais quoi? Écoute, tu vas avoir l'occasion de t'en servir parce que demain je vais annoncer à la presse l'équipage de la mission STS-66 qui va partir étudier l'atmosphère, donc en vol d'eau tout le temps sur des orbites très inclinées, très basse altitude. Ouais.
Ouah, là, j'ai un pied dedans. C'est le moment le plus émouvant de toute ma carrière d'astronaute. C'est pas tellement la sélection. La sélection, pour faire partie d'une promotion d'astronaute, on est fier. Mais le vol, il est encore théorique. Ouais. Mais quand vous êtes convoqué par le chef des astronautes qui vous dit c'est telle mission qui part dans telle navette à telle date, c'est concret. Là, j'ai le pied dedans. Et là, c'est très fort. Votre dernier voyage dans l'espace remonte maintenant à plus de 25 ans. Depuis, vous avez coaché les nouvelles promotions d'astronautes, notamment Thomas Pesquet. Quels conseils vous donnez à cette nouvelle génération ? Alors, lorsqu'on m'a nommé coach, alors j'étais dans le jury de sélection, après on m'a nommé coach de la promotion 2009, je les ai rencontrés quelques fois, je leur parle du métier, je leur dis ça consiste à être opérateur de machine, je leur dis quel que soit votre passé académique, le métier sera le même pour tout le monde. Un des conseils que je leur donnais par exemple, c'est quand vous êtes affecté à une mission spatiale, c'est tellement excitant qu'on a envie de penser qu'à ça. Le matin, vous vous levez, aujourd'hui, je vais piloter un vaisseau pour faire du rendez-vous et de l'accostage. Aujourd'hui, je vais m'entraîner dans une piscine en scaphandre pour les sortir dans l'espace. Pensez un peu, donnez un peu de temps à réfléchir à ce que vous voulez faire après la mission. Parce que si vous attendez que les ressources humaines vous trouvent un job intérimaire au sol en attendant une future mission, vous risquez d'être déçu. Donc ça, c'était un conseil, c'est de travailler par soi-même sa carrière, parce que personne ne peut mieux le faire que vous-même. Et Thomas, par exemple, je lui ai dit avant le vol, tu vas piloter notre avion 0G, qui va te permettre de continuer à avoir une tâche opérationnelle plutôt qu'être dans un bureau à lire des documents techniques. Alors justement, vous avez la carrière d'astronaute la plus longue au monde, 33 ans d'activité, vous êtes retiré de l'ESA depuis 2018. Vous êtes aujourd'hui le président d'honneur de la société Novespace, une filiale du Centre national d'études spatiales, chargé du seul programme en Europe des vols paraboliques sur l'Airbus A310 0G, basé à Bordeaux, Mérignac. Ce sont les vols R0. Ce sont des vols qui sont destinés à qui ? Alors, j'ai créé ces vols suite à ma formation d'ingénieur navigant d'essai à l'EPNER à Istres, une école qui forme le personnel qui teste les avions. Et j'avais cette idée de faire un projet sur les vols que j'ai baptisé 0G, qui est devenu le nom de l'avion et l'expression générique de ce type de vol. Ça consiste à placer un avion en véritable impesanteur, en le lançant en l'air par une manœuvre de début de ressources, comme si on démarrait un looping, et on lui fait croire qu'il est dans le vide. Voilà, l'Airbus 0G, avant c'était une Caravelle 0G, maintenant c'est un A310, et c'est dédié à la recherche. C'est un laboratoire de recherche. 80% de la recherche n'a pas besoin d'aller dans l'espace parce que les 22 secondes d'apesanteur qu'on offre aux chercheurs suffisent. 10%, 20% des vols, c'est pour préparer le matériel à des vols spatiaux ou des astronautes. Et de temps en temps, des vols ouverts au public ou à des sociétés privées pour de la publicité, par exemple, et qui permettent de financer la recherche, puisque tous les revenus de ces vols sont reversés aux agences spatiales pour financer les vols scientifiques. C'est bien de le préciser. Aujourd'hui, vous faites partie de ces héros de l'espace. Un collège porte votre nom à Franconville, dans le Val d'Oise, une place aussi en Saône-et-Loire et une médiathèque en Moselle, à Longeville-les-Metz, où je suis né. Où vous êtes né. C'est beaucoup de fierté, j'imagine. Oui, bien sûr. Et c'est mon devoir d'aller rencontrer les jeunes, en particulier dans ces villes et dans ces écoles, dans ces collèges, pour leur parler de mon métier et leur dire que chacun a sa chance du moment qu'il le rêve, qu'il le veut et qu'ils écoutent ceux qui ont l'expérience. Vous êtes aussi l'inventeur de la montre spatiale. Alors, vous l'avez sur vous. Parce que ça n'existait pas, en tout cas, il n'y avait pas de montre adaptée. Alors, sans citer adaptée les marques. À toutes les fonctions, voilà, parce que les échelles de temps qu'on utilise dans l'espace ne sont pas les échelles de temps classiques sur Terre. C'est le temps écoulé depuis le début de la mission, en jours en millisecondes. C'est le temps universel en jours julian. Il n'y a pas le mois et la date dans le mois. Et donc, un jour, j'étais en mission en Russie pendant 15 jours. Je m'ennuyais à l'hôtel le soir. Et j'ai écrit les spécifications de la montre idéale pour le vol spatial. L'Agence spatiale européenne, mon employeur, l'a protégée par un brevet. Après, m'a demandé de trouver des sociétés. La société Omega a signé un accord de licence pour fabriquer cette montre avec l'Agence spatiale. Et c'est la montre que portent les astronautes dans l'espace et que je porte au poignet. Ils m'ont donné le choix du nom. Elle s'appelle la Skywalker. Très bien. Une dernière chose, et la Lorraine de votre enfance, est-ce qu'elle a encore une part dans la personne que vous êtes aujourd'hui ? Alors, la première fois que je suis revenu en Lorraine, c'était à l'issue
d'un rallye aérien que mon équipage a gagné dans un petit avion d'aéroclub. Et on est arrivé un dimanche, le jour de l'ouverture de l'aéroport Nancy-Metz. Et depuis, je suis venu très régulièrement, alors pour parler dans des collèges et des universités en Lorraine, et aussi pour le Mondial Air Ballon pendant 2 ans, qui s'est arrêté malheureusement récemment. Mais tous les 2 ans, avec Gérald Fetzer, Bertrand Piccard, Philippe Buron-Pilâtre, eh bien, je remettais les pieds en Lorraine avec la fierté de rencontrer ceux qui sont sur ce territoire et qui a beaucoup de richesse aussi, de savoir-faire, notamment dans la verrerie. Et c'est un plaisir de revenir encore aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-François Clairvoy, c'était un bonheur, un vrai honneur aussi de vous recevoir. Merci d'avoir partagé ce destin hors norme qui commence ici en Lorraine et qui se termine bien haut, très très haut. Merci vraiment d'être venu sur le plateau de Destin Lorrain. Et merci pour votre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve bien sûr très vite pour un autre Destin Lorrain.